Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de manga, d'artistes d'art. Et aujourd'hui, on va parler de musique et d'artistes puisqu'on va parler de Snoop Dogg. Et pour parler de ce monument qu'est Snoop Dogg, j'ai avec moi des invités monumentaux. Le Bougarno, bienvenue chez nous. Parole Véritable Podcast. Bon, bah écoute, bienvenue. J'espère que tu te sentiras bien sur notre plateau. Toujours. Voilà. Et à côté de toi, on a la légende Driver. Bienvenue mon ref. Ça va? Bah ça va, toujours content de te voir. Content d'être ici. Voilà, mon podcast featuring, magnifique, je recommande à tout le monde. Merci. Une référence, Roule avec Driver, une référence. Merci beaucoup. Voilà, t'as même fait sur Snoop également, mais pas que. C'est vraiment, j'invite tout le monde à aller écouter ton contenu. Merci. Évidemment. Et je ne parle même pas de la carrière de rappeur. Voilà, il y a trop de choses à dire. Merci. Dans la légende sur Drive. Voilà. Et à côté de toi, on a Ace Modé. Bienvenue. On a reconstitué la doublette de Tupac, du coup. Donc, vidéaste, tu as une superbe chaîne YouTube que je recommande à tout le monde également. Tu parles de cinéma, mais pas que. Tu parles de plein de choses. Tu as également fait une vidéo sur Snoop, sur notamment la carrière d'acteur de Snoop. Donc, c'est plutôt cool. Bon, mes amis, on a du pain sur la planche. Je tiens quand même à préciser qu'on va se concentrer sur une certaine période, on va dire des débuts jusqu'à 2001, on va dire. On va se faire plaisir. Et c'est parti, on va commencer par la jeunesse de Snoop, du gang à l'église. Oui, parce que c'est un peu le grand écart. Est-ce qu'on peut commencer par raconter quelle est la jeunesse de Snoop Dogg? Qui veut s'y coller? Driver, vas-y. Snoop, en vrai, c'est un cas typique des ghettos noirs américains. Il grandit à Long Beach. Je crois que sa famille est du Mississippi à la base, mais ils vont déménager en Californie. Il grandit à Long Beach, dans le East Side, Long Beach, qui est pas un super coin. Mais bon. Long Beach, c'est 1h30 à peu près de LA, voilà. 1h30. Voilà, s'il n'y a pas trop de trafic. Voilà. Mais voilà, il a cette enfance un peu normale. Il fait du sport, il va à l'école et surtout il va à l'église. C'est ce que font tous les jeunes noirs guidés par leurs parents. Tous les parents vont à l'église, ils emmènent leurs enfants là-bas. Ils espèrent tous que leurs enfants seront des personnes bien. Donc la religion devrait aider. Mais il n'y a pas que l'église dans une semaine. Dans une semaine, on va à l'école ou on rencontre des gens dehors et tout ça. Et le problème de Los Angeles, c'est qu'il y a les gangs, surtout dans les quartiers pauvres. Et comme j'ai dit, East Side Long Beach, c'est pas un coin super. Surtout à cette époque-là, il faut contextualiser. On est dans les années 80. Le crack, les gangsters et surtout ces fameux Bloods et Crips. Des histoires de couleurs, c'est comme un peu des armures, chacun son armure, et les gens se font la guerre et tout. Donc on a les rouges d'un côté, les bleus de l'autre. Voilà, et les bleus sont les Crips, et Eastside Long Beach, il n'y a que des Crips. Et lui, il grandit là-dedans. Donc il va rentrer dans un gang qui s'appelle Rollin' 20, les Rollin' 20. Et il va commencer à faire des choses un peu déconseillées, on va dire. Mais à l'église, il fait quoi à l'église? Il assiste juste ou il chante aussi un petit peu? Je pense qu'il participe à la chorale. Ouais. De toute façon, quand on va à l'église, on participe. Et puis tout doucement, le but, c'est de rentrer dans la chorale, être chanteur suivant la voix que t'as, ou jouer d'un instrument et tout. C'est valorisant, mais surtout pour les parents, en fait. Je suis pas sûr que tous les enfants aient aimé ce moment-là, mais voilà. Par exemple, Nate Dogg, dont on va sûrement parler, je pense, était dans la chorale. C'est là où il a fait ses meilleurs refrains. Bon, les paroles n'étaient pas les mêmes qu'après, mais bon, voilà. Donc c'est important, en fait, c'est classique. C'est tous les jeunes noirs du ghetto américain se retrouvent à un moment donné à l'église. Et des fois, ça donne des chanteurs de R&B magnifiques. Mais des fois, ça donne aussi des gangsta rappeurs. Des Snoop Dogg. Voilà. Et c'est quoi ses premiers rapports avec les gangs, justement, avec les Crips? De ce que je sais, c'est
qui grandit dans cet environnement. Et en plus, il grandit avec des légendes comme Stanley Tookie Williams. Et c'est une des figures qui va le marquer sur le long de sa carrière. On peut recontextualiser qui c'est. Stanley Tookie Williams, c'est le fondateur des Crips. Ouais. On peut dire ça. Voilà, c'est le fondateur des Crips et c'est quelqu'un de très important qui a pris. Il a eu de multiples procès et il a pris une peine de mort pour un quadruple meurtre dans les années 80. Et il sera donc exécuté en 2003. Injonction létale, ouais. Et du coup, il grandit avec cette figure. Donc lui, c'est une légende du quartier. Soi-disant, il serait enlevé des balles lui-même avec les doigts de son torse, ce genre de choses. Et donc évidemment, on comprend que lui, quand il est jeune et qu'il grandit dans cet environnement et avec des légendes pareilles, ça l'inspire. Et je pense qu'il peut en dire plus. On te laisse pas le choix en vrai. Quand tu es dans le ghetto et que ton quartier est dirigé par un gang, c'est où tu le rejoins ou alors on te met à l'amende toute la semaine. Donc, je pense qu'il a choisi d'être avec ceux qui mettent à l'amende les gens. Et il est rentré dedans. Et sachant que, excuse-moi. Non, justement. Sachant que lui, à la base, c'était un garçon tranquille qui travaillait. Il travaillait, je sais plus, chez Bundy's ou je sais plus où. Et il gagnait $85 la semaine. Et dans une interview, il dit, il voyait les Crips, sachant que les Rolling 20, le gang qu'il a rejoint à la base, c'est les Rolling 20 parce que c'est les mecs de Long Beach. Et on va dire que c'est une filiale des Rolling 60, le gang le plus répandu de LA. Donc, bref, eux, ils voient les gars de ces gangs-là qui, en dealant, en une soirée, ils arrivent à avoir $1 500. Lui, par semaine, il prend $85. 1 + 1 = 2. Je rejoins le gang. Voilà. Bref. Mais ouais, en gros, c'est ça. Ne faites pas ça, les jeunes. Ah non. Il rejoint en tant que dealer, pas tant parce qu'il y a plusieurs rôles dans un gang et lui, c'est surtout un dealer de ce qu'on sait. C'était un rôle prédestiné, j'ai envie de dire. Hein. On va pas se mentir. Hein. Donc, il devient dealer. Et comment on passe justement l'église, les Crips, devient dealer. Il évolue donc du coup dans la délinquance et dans la vie de gang. Hein. Ouais. Comment il grandit là-dedans justement à cette époque-là? En fait, tout son environnement, tous ses amis sont affiliés à des gangs en fait. Donc pour lui, tout est normal. Et puis surtout, dans la rue d'en face, il y a un autre gang. Après, là-bas, il y a le gang des Mexicains. Quand ils sortent de Long Beach, ils vont dans Los Angeles, il y a encore d'autres gangs et tout. Et c'est leur vie, c'est leur routine, en fait. Donc, ils se disent pas comment je vais vivre là-dedans, comment je vais... C'est naturel, ça devient sa vie, en fait. Donc, les gangs avant la musique. Là, il n'est pas dans la musique à ce moment-là. Voilà, la chorale de l'église, ça ne l'a pas poussé vers la musique comme prévu. Et comment, justement, il évolue dans les gangs et il en vient à la musique? Il passe par la prison. C'est ça aussi. 90, il va en prison. Pour la cocaïne. Parce qu'il il a vendu de la drogue, en fait, à un undercover cop. Il a vendu de la drogue à un flic infiltré, un policier sous couverture, et il fait de la prison. Et en prison, sa mère, elle le renie. Ah. Les gangs, ils sont pas trop avec lui, etc. Et quand il sort, faut qu'il trouve une issue parce qu'il sait que cette vie, ça va le mener soit à la prison 25 to life, c'est-à-dire de 25 ans à perpétuité, ou à la mort. Donc, vu qu'il a un talent et que ses gars aussi sont dans la musique, c'est comme ça qu'il rentre dans le truc. Sachant que son premier groupe, 213, c'est le groupe qu'il fait avec Warren G et Ned Dogg. Alors, je t'arrête, on va en parler tout de suite. Les 213, une histoire de famille. T'as ouvert le sujet. Donc, t'as dit, c'est une histoire de famille. C'est une histoire familiale. Avec qui? Avec son cousin qui est Ned Dogg et avec Warren G, qui est le demi-frère de Dr. Dre. Quel est? Franchement, il y a de plus mauvaises équipes pour démarrer quand même. Hein, franchement. Donc il n'a pas cherché loin, hein, c'est dans le coin. En plus, 213, c'est pour l'indicatif de Long Beach. Exactement. Voilà, exactement. Le préfixe de Long Beach, c'est 213. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce groupe? Déjà, ils étaient à l'école ensemble. Et ils freestylaient, ils faisaient beaucoup de battles, en fait.
Il a commencé comme ça, avant même d'enregistrer des morceaux. Snoop, il prenait tout le monde à l'école en battle, tous ceux qui rappaient. Il faut savoir que les battles aux États-Unis, c'est important. Il y a beaucoup de gens des années 80-90 qui sont arrivés dans le rap par ça. Ils sont à l'école, vas-y, qui a les meilleures rimes, ils se mettent face à face dans la cour de récréation, les gens font un cercle, et voilà. Et Snoop, apparemment, il prenait tout le monde. Et c'est comme ça que l'autre, Warren G, dit, ouais, mais moi, tu vois, je suis DJ. Oui, parce que Warren G, à l'époque, il est DJ. Il est DJ. This DJ be Warren G. il est DJ. Et voilà, Ned Dogg, lui, il est chanteur. Mais Ned Dogg, je crois pas qu'il est dans leur école tout de suite, et ils se rejoindront plus tard. Mais voilà, et il y a Corrupt qui quitte Philadelphie et qui vient habiter à South Central, lui. Et après, eux, ils vont se rencontrer dans un club et tout ça. Mais Snoop est connu pour faire beaucoup de battles. Dans son quartier. À l'école, dans le quartier, tout ça. Et c'est là que le mot commence à tourner. Il y a un mec, il est chaud en rap, il prend tout le monde, il met tout le monde à l'amende. Et son nom grossit comme ça, en fait, dans la musique. Et il commence à passer des cours de récréation à aller rapper dans des clubs. Notamment le Roxy, je crois. Il me semble, si je me trompe pas, où il y avait, je crois, tous les dimanches après-midi, il y avait des DJ qui mettaient de la musique et il y avait un moment micro, battle et tout ça. Et c'est là-bas qu'il rencontrera Corrupt du Dog Pound. Ils vont se battle l'un contre l'autre. Mais à ce moment-là, Snoop, il est déjà établi, il a sa petite équipe, donc 213, et Daz Dillinger, qui est un autre cousin, qui est du Dog Pound, un autre cousin de Snoop et tout ça. Et en fait, ils prennent Corrupt avec eux. Mais voilà, à ce moment-là, Snoop, c'est plus une star des freestyles, en vrai. Alors, pour qu'on recontextualise en termes de chronologie, à cette époque-là, il y a déjà du gangsta rap Bien sûr. qui est établi à ce moment-là où Snoop commence à émerger localement. Il y a déjà du monde. NWA, Ice-T. On peut dire Ice Cube quand il quitte NWA aussi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de poids lourds déjà. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Et Snoop est en train de se faire un nom. Il y a Compton Most Wanted, MC8. Et pourquoi je pense à lui? C'est parce que Snoop est en train de se faire un nom. Et Compton Most Wanted sortira un album qui s'appelle Music to Drive By. Ne traduisons pas. Ça plante le décor. Et voilà. Et à la fin, il y a une outro, comme on dit dans le jargon, où MC8, le rappeur de Compton Most Wanted, fait des dédicaces. Et moi, à ce moment-là, je ne sais pas qui est Snoop. Et il dit Dedicate to my man Snoopy Snoop Dogg. Il l'appelle comme ça à ce moment-là. But hold up, what up to that new nigga? Snoopy Snoop Dogg from Long Beach, what up nigga? Et je ne sais pas qui c'est. Et c'est plus tard, quand Snoop sortira Explosera, que je réécouterai l'album, je me disais comme Tom Wanted le dédicaçait déjà. Donc ça veut dire qu'il faisait du bruit déjà dans Los Angeles et les alentours. Mais c'était un grand freestyler. Il avait son groupe. Donc du coup, 213, comme on a dit, et il commence à enregistrer des démos dans des studios piteux et tout ça, avec un son qui n'est pas terrible, mais dans l'espoir de proposer leur musique justement à un des poids lourds du gangsta rap, Dr. Dre de NWA. Pourquoi? Parce que le DJ de 213 est le demi-frère de Dr. Dre de NWA. Donc j'avoue, je me mets à la place de Snoop. Mon DJ, son demi-frère est une star. Superbe opportunité. Voilà, il faut à tout prix qu'on le touche à un moment. Et du coup, comment ça se passe, le Bougarno, à ce moment-là? Comment va se faire la rencontre déterminante, on peut le dire, entre le groupe et Dre? Enfin, c'est Warren G qui amène la démo à Dre, en lui disant que voilà, ça c'est mon groupe, avec Ned Dogg et Snoop. Et lui, Dre, directement, Snoop lui a tapé dans l'œil. Donc lui, il se dit pas Ned Dogg. Si, enfin. Mais lui, c'est... D'abord Snoop. D'abord Snoop. C'est Snoop. Ouais. C'est Snoop qui l'a vraiment impressionné. Ouais. Et par rapport à ça, il a dit, bon, ramène-le et tout, session de studio, etc. Et Snoop, il freestylait, il faisait que de freestyler. Et dans ses freestyles, il trouvait que c'était super, en vrai. Ouais. Et ce qui se passe, le premier fait d'armes, en fait, de la collaboration entre Snoop et Dre, c'est Deep Cover. Ouais. Eh ben magnifique, tu me lances, c'est maintenant. Snoop, feat Dr. Dre, de Deep Cover à The Chronic. Tu l'as dit, c'est Deep Cover. Ouais. Là, je vais passer le relais à Ismodi. Tu peux nous parler de Deep Cover? C'est un film avec Jeff Goldblum et Laurence Fishburne, qui parle donc de flics sous couverture. Réalisé par Bill Duke. Exactement. Attention. Donc Bill Duke qui joue dans Predator. Voilà. Et Commando. Et Commando, évidemment. et donc voilà, il y a Dr. Dre et Snoop qui font l'OST et le titre éponyme du film, donc Deep Cover.
Et ils en profitent pour faire en plus un clip qui devient assez populaire vu que on est en plein dans l'époque justement des clips vidéo, etc. Yeah, and yeah, don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and yeah, don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Creep with me as I crawl through the hood. Maniac, lunatic, call him Snoop Eastwood. Kicking dust as I bust police. And you never hear me hollering about peace. So yo, you should know I don't care for a cop. So why would you really ever think that it would stop? Et après, c'est ce qu'ils lancent du coup leur collaboration. Et après, ils feront Nothing But a G-Fang. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this and who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. Mais c'est ironique, Deep Cover, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il allait en prison. Pourquoi? Parce qu'il a vendu de la drogue à un undercover cop. Ouais. Et la phrase mythique du morceau, le refrain, c'est « Cause it's 187 on the undercover cop ». C'était ça. Est-ce qu'on traduit? Il faut traduire. Je te laisse faire. Un 187, c'est dans le jargon policier, lorsqu'il parle dans les talkie-walkie, le code 187, le code 187, c'est lorsqu'il y a un meurtre. Code meurtre. Sachant qu'il y a ça. Ça a donné un film. Voilà, ça a donné un film. Jackson. Et lui, il parle en vrai de tirer sur des policiers en civil. Ah, on contextualise encore à l'époque, évidemment, gangsta rap, c'était vraiment gangsta. On l'a vu avec Ice-T au préalable, après NWA, beaucoup de problèmes avec la police, dans les paroles, vraiment, ça parle, c'est très dur, hein, ça parle vraiment de tirer sur les policiers, etc. Donc on est en 92. 92, il y a l'affaire Rodney King. Très important, les émeutes. Oui. Voilà. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur Deep Cover, le morceau artistiquement, parce que je l'ai eu la chance de le vivre, moi, de voir le truc arriver sur Yo MTV Rap. Et Snoop, c'est un game changer, ce qu'on appelle un game changer. Il a changé le rap américain dès ce morceau. À cette époque-là, quand on fait du rap dit hardcore, on s'énerve, on crie. NWA, Compton, Crazy Très vrai ce que tu dis. Public Enemy, tout ça, machin. Et moi, un jour, je me mets comme ça, je rate jamais Yo MTV Rap, je regarde l'émission, et je vois, il présente un clip, et déjà, pour la première fois, il n'y a pas marqué featuring, il y a marqué Dr. Dre Introducing Snoop Doggy Dogg. Déjà, tu te dis, ce mec est spécial. Pourquoi il n'est pas en featuring? On l'introduit dans le game, tout ça. Et là, je vois Dr. Dre qui fait du NWA avec sa grosse voix et tout. Ils sont dans un clip, dans un crack house, un endroit où tout le monde est défoncé au crack, et eux, ils sont là. Et là, je vois un mec avec une gestuelle. Il est comme ça, très chaloupé. Et quand il rappe Snoop, c'est très calme. C'est musical. C'est musical. Mais il dit des paroles super dures. Et ça n'existait pas avant, ça, dans le rap américain. Et ça va définir son style. Exactement. C'est lui qui va ramener ça. Je suis très calme, je ne crie pas, mais ce que je dis, c'est beaucoup plus dur que ce que les gens qui crient disent. Et moi, je suis subjugué. Je dis, mais qui est cet homme? Mais quelle est cette musique? Je ne sais même pas si c'est du rap, je ne comprends pas. On dirait du dancehall, reggae dancehall, je ne comprends pas. Parce que c'est beaucoup plus chanté. Ouais, en fait. C'est mélodieux. Voilà. Il est chaloupé vocalement comme il est chaloupé physiquement. Il a un truc. Et ça change tout. Et là, tout le monde est sur lui, tout le monde veut l'entendre encore plus. Et c'est là que Dr. Dre aura la meilleure idée du monde. C'est qu'il dit, Dr. Dre va dire, je vais faire mon premier album solo, mais il n'est pas solo en fait. Alors, chronique. Arrivons là-dessus. Voilà. Parce que déjà, ça introduit un album incroyable, légendaire. Bijou, on va pas se classique. mentir. Mais du coup, Deep Cover, ça a quelles répercussions sur la notoriété de Snoop Dogg? Moi, Il est à la télé. Il est partout. Et lui, Snoop, il dira que, ouais, finalement, à Los Angeles, ce morceau, c'était pas un truc de ouf. C'était un truc de fou à New York. Ça, on va revenir après sur New York. Parce que c'était mais New York, à ce moment-là, c'est la ville du rap. Voilà. Tout part de New York. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Snoop est en train de partir de New York. Et donc, c'est bon signe. Ça veut dire que si ça part de New York, ça arrive. Ça arrive dans tout le pays et ça sort même du pays. Et c'est ce qui se passe. C'est ça les répercussions qu'il y a sur sa carrière. Sachant qu'en plus, excuse-moi, le morceau est plus connu que le film. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, bien sûr. C'est ça le truc qu'il faut dire. Comme Coolio et Gangsta Paradise. Oh, attention, esprit rebelle.
un film. Michel Pfeiffer, attention. Bon, je vais pas me lancer dans des trucs, mais sera un autre on débat. va dire que je préfère le clip. Voilà. C'est surtout qu'en plus c'est une reprise. Donc Oui, mais je préfère le clip quand même. revenons sur notre ami Voilà. Snoop Dogg. Donc du coup tu disais oui, Ouais. et c'est très vrai, le morceau est plus connu que le film. Ouais. Ça indique quand même quelque chose. Mais ce qui est important aussi, c'est que oui, on n'a pas encore d'album solo de Dre. Ouais. Et donc on arrive sur The Chronic. Bah, c'est l'année d'après ou c'est même la même année, hein, c'est la même année. 92. Ouais. Donc, comment on en vient à The Chronic et comment Snoop Dogg, surtout, on vient à The Chronic? On sait, Dr. Dre a repéré un petit filon très sympathique. Ouais. Après, moi, je laisse quelqu'un parler sinon. Vas-y. Je peux plus. Ace, C'est vas-y. trop, moi. Pour moi, The Chronic, c'est assez. Enfin, on voit très vite ce qui va être la carrière de Dr. Dre après, c'est qu'en fait, il va s'entourer des meilleurs. Et en fait, il va les faire composer ou écrire, ou il va prendre des mélodies de ses meilleurs compagnons. Et Ce puis, qui est important de ce que tu viens de dire, des meilleurs inconnus. oui, évidemment. Tous les gens donc, qui citent les meilleurs, on ne les connaît pas du tout. Oui. On ne connaît que Dr. Dre. Là, Et Snoop. il y a l'affiche. Là, tous les noms qui sont là, ce sont des inconnus. Il y a de D.O.C., mais qui n'a plus sa voix. C'est le seul qui est connu, mais il n'a plus sa voix. Mais tous les noms qui sont cités, on ne les connaît pas. Mais ce sont les meilleurs, je suis d'accord avec toi. Et donc, c'est ce qui se passe avec The Chronic. Voilà, il s'entoure des meilleurs. Et en plus, c'est quelqu'un de très maniaque, très perfectionniste, etc. Et donc, évidemment, il sort un grand classique. Et avec des clips en plus monstrueux derrière, avec vraiment de la réalisation et tout, de la plus-value visuelle, pour le coup. Est-ce que c'est à cette époque-là, justement, et puis avec Snoop, hein, évidemment, hein, c'est qu'on parle de J-Funk ou pas encore? Enfin, Allez, Si, quand même. c'est cet album qui démocratise commence, ouais. ce mot, mais en vrai, si on fouille, il y a l'album Black Mafia Live de Above the Law et il y a l'album de Niggas for Life de NWA où il y a déjà de la G-Funk dans ces deux albums-là. Mais celui qui démocratise le mot, c'est The Chronic. Mais je le répète encore, quand je disais Game Changer, cet album est Game Changer parce qu'il ralentit le rap américain. Pareil, tout le monde est fait. À ce moment-là, on est en 1992, c'est ça le rap américain. Et eux, ils arrivent, premier single, Nothing But a G-Tank. C'est lent. 1, 2, 3 and to the 4. C'est lent. Ils changent carrément le game comme ça. Et surtout, le gangsta rap, en termes d'image, je vais parler des clips, ça change. Ils s'amusent. Ils font des barbecues, même si le cuisinier a un flingue derrière sur le tablier, et ils font des barbecues, le jeu au volleyball. Même s'il y a un mec qui tire le maillot de bain d'une fille, voilà, ils s'amusent. Les gangsters s'amusent. NWA, Ice-T, on regarde les clips, on s'amuse pas. Ice Cube, on s'amuse pas. Eux, ils s'amusent. Tous les clips de cet album-là, c'est des fêtes. c'est du Ils sont lifestyle, train en de fait. danser, il se passe des choses, mais à la base, c'est des fêtes. C'est l'ancêtre du flex. Et ils ramènent ce truc où on peut dire des paroles dures, mais on danse. C'est la fête. Des gens sourient. C'est nouveau. Et le Bougarno, c'est quoi la place de Snoop Dogg dans The Chronic, du coup? Ben, il joue un des rôles principaux de l'album, dans le sens où Nothing But a G-Tank, qui est le single principal, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, c'est un morceau de Snoop. D'ailleurs, un morceau on de Snoop. apprendra plus tard qu'il a écrit tout le morceau. Ben voilà, c'est un morceau de Snoop. Nothing But a G-Tank, c'est lui qui est, on va dire, à la baguette, dans le sens musical du terme, mais c'est Dre qui s'occupe de tout ce qui est arrangement, production et Oui, il a autres. déjà sa patte de producteur Oui, bien plus présente. que ça, même, parce que Snoop, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un freestyler. Donc il arrive en studio, il te fait des couplets au kilomètre, et c'est Dre qui dit non, arrête-toi là. Il coupe. Là, on va mettre un refrain. Là, c'est quand même C'est Dre qui structure. le canalise. Sinon, Snoop, il te fait des albums qui ressemblent pas à des albums, hein, si on le laisse. Bah, il y a lui, et puis il y avait son cousin qui était très fort au refrain, donc c'est Ouais. pour ça qu'il y avait une bonne combinaison Non, c'est clair. entre les deux. Donc, on le voit, il était très... il est fluide, en fait. Ouais. Tant dans sa Il est manière... reptilien. Exactement. Exactement. Mais c'est vrai, dans sa manière de se mouvoir, de parler, de rapper, il y a quelque chose qui tranche complètement. Et est-ce que Dre, il se dit pas à un moment donné que Snoop, il peut lui voler la vedette? Non, au contraire. Pourquoi? Il se dit Parce qu'il que- peut se servir de lui? Mais Dre est son producteur à ce moment-là. Death Row, on pense toujours à Suge Knight. Mais à ce moment-là, Death Row, c'est à Suge Knight et Dr. Dre. Justement, Donc, c'est on est son obligé de artiste. parler de Death Row Bien parce sûr. que Snoop vient chez Death Row. Bien sûr, voilà. Donc on peut ouvrir Donc, ce chapitre. Voilà. Au moment où ils font de Chronique, il signe son contrat pour plusieurs albums chez Death Row. Et c'est le label
de Dr. Dre et Suge Knight, mais à ce moment-là, Dr. Dre est plus célèbre que Suge Knight. Ah bah bien sûr. Quand t'es Snoop, t'es un rappeur, t'es content d'être sur le label d'un NWA, en fait. Évidemment. C'est ça le truc. Donc, Dr. Dre, lui, il a le sens du business. Il, en tant que Snoop, c'est la nouvelle merveille du rap américain. Donc, à aucun moment, il va se dire, oui, il va me voler ma place. Vole ma place. Je vais gagner de l'argent dessus. Donc, et je trouve que c'est la meilleure introduction dans le game que d'être sur l'album solo d'un NWA aussi présent. Et je me souviens, pour l'avoir vécu en vivant et en direct, en 92, quand l'album Chronique cartonne, on veut tous un album de Snoop. Et il arrive un an après, pile poil. Ça veut dire que, techniquement, quand on a un peu fait de rap, on sait qu'ils ont enregistré les 2 albums en même temps. Ouais. Ils savaient très bien où ils allaient. Dre savait où il allait avec Snoop. C'est-à-dire, ouais, tu vas rapper sur The Chronic, mais on fait ton album aussi. Mais petite parenthèse, ils sont passés où ces 2 compères? Parce qu'on va les retrouver, on le sait, mais à cette Oui. époque-là... On les fait Dog patienter. On leur dit Ouais. après. On va vous signer chez Def Row aussi. Vous allez sortir vos albums, mais après. Là, c'est sur Snoop. Et il n'y a pas d'animosité entre eux? Non, justement, parce que comme quand Arnaud expliquait que Warren G fait écouter la démo et que Dre ne veut que Snoop, Warren G et Nate Dogg, ils disent « Vas-y, et si tu marches, tu nous emmènes avec toi ». Donc il n'y a pas d'animosité. Au contraire, ils voient une opportunité. Il n'y a même pas d'animosité quand il y a des problèmes d'argent, parce que Warren G passera un moment à faire tout un petit peu à l'œil et même pas être Bien sûr. crédité. Ouais, il est pas crédible. Warren G a bossé sur des chroniques et Voilà. son nom n'est pas marqué. Alors que... Daz voilà. Dillinger aussi. Ouais, bon, c'est les Et donc, The Chronic cartonne. Comment on passe de The Chronic, justement, au premier album, et là on peut lancer le premier album solo de Snoop Dogg. Et j'ai dit premier album solo, mais c'est le premier album tout court en vrai. Même si on peut considérer que c'est un peu son album aussi de Chronique. Ouais. Là déjà, avant qu'on arrive à Doggy Style, là après The Chronique, Snoop c'est une superstar. Superstar. Il n'a pas sorti d'album, techniquement parlant, il n'a pas sorti d'album encore. C'est une méga star. Est-ce que justement, c'était pas nouveau d'avoir un mec qui n'a pas encore sorti d'album avoir ce statut déjà? En vrai, le truc, c'est que on est en 92. Snoop, il a 22 ans. Il est une méga star par rapport aux prestations qu'il offre dans Chronique. Il fait des couves de Rolling Stone Magazine et tout le monde veut son album. Bien sûr. 93. Sachant que quand tout le monde veut son album, c'est Dre et Suge qui disent non, vous inquiétez pas. Là, c'est Chronique. L'année prochaine, Snoop arrive. Et c'est là en 93 où son album il sort. Et, Mais en fait, ce qui est nouveau, c'est ce que Dre a fait sur Chronique. Inviter un artiste sur plusieurs morceaux. C'est vraiment, en vrai... C'est nouveau, ça. En vrai, t'invites... T'as dit, il l'a introduit. C'est complètement ça. Il a commencé à dire, regardez, petit à petit, regardez qui arrive. C'est mon album solo, vous venez parce que je suis Dre d'NWA. Vous allez manger. Mais quand vous allez ressortir de chez moi, vous allez penser qu'à Snoop. Et l'année prochaine, on vous balance Snoop. Et là, vous êtes foutus. C'est stratégique. C'est ça. Ils ont été stratégiques. Ça, c'était nouveau. C'est trop malin. Il savait ce qu'il faisait. Alors, avec Doggy Style, on a déjà, musicalement, on a quelque chose d'incroyable. Pour moi, c'est mon album préféré de Snoop. Il n'y a même pas de... Voilà. Mais on a... là où on a eu un peu des prémices du style de Snoop Dogg, là, en fait, on a vraiment tout l'univers. On comprend tout. On a tout l'univers. T'es d'accord? On a le titre culte Who Am I, où directement il se présente un petit peu comme Eminem il va faire avec Slim Shady. Et il y a toujours Dre derrière. Il y a toujours Dre derrière, évidemment. Et c'est vraiment comme on introduit un nouveau super-héros dans le rap. It's the bound to the wild, creeping and crawling, Yiggy yes yolin', Snoop Doggy Dogg in the house with the pound like every day, and I'm right back up in you with Dr. Dre, and like I said, none of y'all can get with this, and none of y'all can get with that hit I just dropped, cause you know it don't stop, Mr. 187 on the undercover cop. Il est iconisé sur, alors j'ai pas le nom, toi tu auras le nom, mais sur le fameux disquaire de LA. VIP Records. Voilà, VIP Records. Et il est introduit au sommet avec toute une foule en bas. Le titre s'appelle Who Am I? Il passe son temps dans le morceau à se présenter et à faire des punchlines. Et pourtant, on dirait qu'il a même pas besoin de se présenter parce qu'il est déjà une superstar en fait. C'est vrai. C'est assez illogique. Et puis il apporte en plus de l'humour dans le clip où justement voilà, il se transforme en chien, etc. C'est assez neuf. Les grandes années du morphing. Voilà. Pour le coup, c'est assez neuf de ce côté-là. Il y a vraiment. C'est pas une autodérision,
mais il y a une espèce Il y a une d'humour fraîcheur. derrière, il y a une Ce fraîcheur. que je dis, c'est vraiment les gangsters qui s'amusent. Et ça, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Et justement, côté gangster, là, parce que on l'a vite oublié, mais il y a les Crips derrière. Ouais. Comment ça se passe? Parce que est-ce qu'il est toujours... il y a quelque chose qui va se passer avec ce premier album. Mais déjà rien que on parle de Woma et le tournage, nous on voit une grande fête, mais ça s'est très mal passé le tournage. Hein. Il y a eu des coups de feu, des gens voulaient assassiner Snoop, on a jeté Snoop dans un van, on lui a dit pars, tout ça. Il y a eu une La grande Ferrari n'a fusillade pas et été tout. abîmée, j'espère. Je sais pas, mais voilà, nous on est en France, on voit le clip, on voit une grande fête. Bah oui. Mais comme tu l'as dit, c'était tourné au VIP, donc à Long Beach, donc. Et on voit un peu la foule, il y a beaucoup de bleus dans la foule. Donc voilà, il y a des gens qui sont contents, mais il y a des gens aussi qui disent mais attends, lui il était avec nous, il était même en dessous de nous, il est en train de faire de l'argent, il y a des jalousies aussi qui se créent et tout ça. Et surtout, c'est que lui, c'est un Crips, mais il a signé chez Death Row, où il y a toute une partie qui est Blood, Blood, ouais. par rapport Notamment à Suge Knight, Suge qui est Knight, l'associé de Dr. Dre, et que lui amène ses gens. Et on est en 92-93, les Bloods et les Crips qui travaillent ensemble. C'est compliqué. Ouais, c'est tendu. C'est nouveau, c'est pour de l'argent, un truc. Il y aura un album commun, alors je sais pas comment. Oui, mais les Bloods et les Crips, mais juste regarde la pochette. Il y en a un qui brûle le drapeau de l'autre, tout ça. Voilà. En vrai, Donc, ils ont fait c'est cette compliqué. association-là, enfin, ils ont fait une trêve. C'était pendant les émeutes de 92. Ouais, voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, t'en parlais, je disais que c'était extrêmement important, parce que même sur la condition des jeunes noirs aux États-Unis, ça va changer. Ouais. Dans le sens où il y a des avocats qui vont se dédier à la défense des Noirs. Il y a vraiment beaucoup plus de choses qui vont s'organiser face à l'injustice raciale et le racisme institutionnalisé aux Par États-Unis. contre, la trève entre la guerre des gangs, malheureusement, elle Elle a n'a pas pas duré. duré très longtemps du tout. Non. Ah non. Mais justement, donc, le premier album cartonne. Ouais. Snoop, il est blindé à cette époque-là. Parlons de choses qui fâchent. Il faut recontextualiser la chose dans le sens où Snoop Dogg est le premier artiste à placer son premier album, enfin passer un premier album dans une carrière, numéro 1 des charts pop. Doggy Style, je crois, en une semaine, c'est 800 000 exemplaires vendus quand même. Ouais, c'est énorme. des chiffres hallucinants. C'est énorme. Mais le mec est pauvre. Alors comment on explique ça? On explique ça par une personne, je On est crois. obligé de parler de lui. Non, hein? Non, Parce je te laisse le qu'il y soin a un de- truc qu'on dit, c'est qu'on n'a pas dit avant, je vais vous laisser parler, mais c'est que Death Row, il y a quelqu'un qui va partir après Death Row. Dre. Voilà. Mais là, on n'en est pas encore. non, c'est pas tout de Ouais. suite. Non, mais justement, il y a des choses qui vont s'expliquer. Les Bien sûr. prémices sont... Donc, Oui, qu'est-ce- en tout cas, c'est toujours pour les mêmes raisons. Voilà. C'est là où je te rejoins. Disons que Suge Knight, et c'est pas Dr. Dre pour le coup, parce que les deux sont associés, mais Suge Knight a la fâcheuse habitude de ne pas payer ses artistes les royalties qui leur reviennent. Et quand les artistes viennent se plaindre, mais pourquoi je n'ai pas mon argent, pourquoi? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux à faire avec cet argent? Il dit, j'aimerais bien m'acheter une maison, une voiture. Quand tu veux une voiture? Tiens. Il donne des clés, une super voiture. Tu veux une maison? Voilà ta nouvelle adresse, voilà les clés. Et ça calme Snoop. Et effectivement, il a une maison, pas à son nom, une voiture, pas à son nom, et ça le calme. Et plus tard, il reviendra, ouais, mais j'ai besoin d'argent, au truc, et il lui donnera que du matériel. Il sera très peu payé, et c'est en faisant des concerts qu'il gagnera sa vie. Mais c'est vraiment pas énorme. Et la défense de Suge Knight, et là, par contre, c'est quelque chose qui est important, et qui arrive au moment de Doggy Style, c'est que Snoop est accusé de meurtre. Voilà. Donc, premier succès Succès, de fou, De fou. mais aussi... mais des gros problèmes. Alors, pour la faire rapide, il y a un mec qui voulait dessouder Snoop Dogg, Snoop. mais lui aussi, il avait bien envie qu'il crève avant. Ouais, voilà. Pour schématiser. Oui. Et il se passe que le mec, il se rend compte et il se fait tirer dessus, Dans le Je vais dos. tirer dessus. dans le dos. Qui est quand même, parce qu'on quand on dit dans le dos, on peut dire c'est traître, mais c'est un exemple de soumission dans Ouais. la culture des gangs. Quand t'as eu dans On le le dos, voit dans certains films. Le Boys in the Hood, Boys in the Ricky. Voilà. Quand t'as dans le dos, c'est que t'étais en train de courir et fuir, donc on t'a soumis. Il y a la peur. Voilà. Il y a la peur derrière, donc ça veut C'est dire ça. que tu es supérieur Exactement. à l'autre. Et donc, arrive un procès. Le procès de Snoop Dogg. C'est ça. Pendant Le succès le succès de l'album. de Doggy Style.
Voilà. Et après Rodney King et pendant. Exactement. Il risque des années de prison. Voilà. C'est-à-dire sa carrière pourrait se terminer. Et là, ça commence à flipper quand même. Et là, je reviens à ce que je disais. Donc la défense de Suge Knight, c'est les royalties que je devais donner à Snoop sont partis dans tous les avocats que j'ai mis sur le procès. Et quel avocat? David Kenner et... Alors, je te laisse en parler. Bah, David Kenner... Un personnage. ça se voit rien qu'à sa tête. C'est vraiment un mafieux, quoi. C'est les Sopranos. C'est vraiment un Soprano. Et Cochrane, c'est encore pire. Enfin, c'est encore pire. C'est un très bon avocat, on va dire. Mais je veux dire, c'est l'avocat de O.J. Simpson, de Michael Jackson. Il y a qui d'autre de célèbres? Il en a fait plusieurs cas comme ça où il a réussi toujours à acquitter ou à faire... il s'est spécialisé dans un certain type d'affaires aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment les affaires compliquées, comme on peut dire, mais aussi qui peuvent lui rapporter... c'est ce que j'allais dire. Et il coûte de plus en plus cher en gagnant ses procès. Et comment ça se passe, ce procès, alors? Il est déclaré innocent. Ça dure 3 ans quand même. Ouais. Et il y a des sons qui sortent aussi. Hein. Murder was the case. Parlons de Murder was the case. Voilà. Avec un court-métrage. Eh oui. Déjà, c'est un morceau qui est très... dans le storytelling, qui est quand même très poussé. Et qui est dans Doggy Style à la Qui est base. dans Doggy Style, Oui, de base. et c'est ça qui est fou. Ouais. Ils en font un remix et tout un... Sachant que, comme on le disait, le procès, il a lieu pendant cette période-là. Donc en vrai, c'est de la promo pour l'album. Et... Je me souviens, justement, pour aller dans ton sens, il fait, je crois, les MTV Music Video Music Awards, et il monte sur scène et il fait Murder Was the Case. Et à la fin, il dit je suis innocent, je suis innocent. Donc il est encore dedans. Il y a carrément une scénographie autour. Il arrive en chaise roulante, il y a des cercueils derrière, c'est ultra glauque. Il y a les chanteuses d'église, etc. et tout. Et quand il termine, I'm innocent. Ça veut dire, en vrai, le procès, il est dedans, même dans la cérémonie. Donc il plaide déjà là. Et Murder Was a Case, est-ce que c'est quelque chose qui lui a permis d'être, entre guillemets, crédible aux yeux des gens, des jurys, etc. Je sais pas. Moi, je pense. Je sais pas. Moi, je pense que ça lui a permis... Il en a joué, en tout cas. Voilà. Il en a joué. Ouais. C'est là où le procès était, au final, à la base, un désavantage, il en a fait un atout avec ce morceau. Oui, pour le public, c'est sûr. Bah, d'un coup, il est crédible. Enfin, voilà. Il a vraiment une street cred. Il a tué quelqu'un et en plus, il va s'en tirer. C'est ça. Là, il devient, en fait, un vrai gangster, entre guillemets, alors que lui, c'est pas du tout ce qu'il voulait à la base. À un moment donné, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais Snoop, il a voulu se retirer de la vie de gangster. Pas tout de suite. Il raconte beaucoup de trucs de Creep dans son album, hein. Tu vois, Non, moi je pense pas qu'il veut se retirer, mais en tout cas il veut faire du gangsta rap. Oui. Et du coup il y a tous les codes dedans. Et c'est mieux s'il gagne de l'argent en faisant de la musique, en étant dealer. Voilà, c'est exactement. Voilà, okay. Je suis d'accord. Mais au final, il se retrouve dans des plus grands problèmes en étant rappeur qu'en étant gangbanger avant le rap. Cette histoire de meurtre. Quand il va en prison pour un deal, hein, pas pour un meurtre. Donc il a des plus gros problème en étant rappeur. Et en plus, il est même pas payé. En plus. Ah bah, on vient aussi à ça. C'est-à-dire que lui, il est toujours fidèle à Death Row pour le moment. Et il y a une grosse rivalité qui pas émerge, parce qu'elle est déjà là, mais East Coast, West Coast, ça devient assez chaud, notamment au The Source Award. Donc là, on en vient vraiment à la East Coast versus West Coast. Est-ce qu'on peut dire que cette période, c'est justement le zénith de cette rivalité? Ouais, enfin zénith, je sais pas, mais en tout cas pour le public, il y a Snoop Dogg. Pour le public en tout cas, les Source Awards, c'est le début pour le public de toute cette histoire. En vrai, il y a eu des choses avant, mais nous en tant que public, on le sait pas. On voit Suge Knight qui monte sur scène et qui critique Puff Daddy.
Et là, tu comprends Death Row contre Bad Boy. Et ça se passait à New York. Hein, plein New York. Madison Square Garden. En plein New York. Donc l'enceinte la plus représentative de l'état d'esprit new-yorkais, tu vois. Oui. Et le truc, moi, qui me dérange ce soir-là, c'est que Snoop, à un moment, il va se retrouver à monter sur scène, je sais plus pour quel prix, il a gagné un prix et tout. Et voilà. Oui, parce qu'il y a Dre aussi. Hein. Voilà. Et il vient, et il commence à s'énerver contre le public, et il dit vous nous aimez pas et tout. Alors que Snoop a toujours été aimé par New York. Quand je parle de Deep Cover tout à l'heure, je disais que le morceau avait même plus marché à New York qu'à Los Angeles. Et je comprends pas en fait. Et je trouve que Snoop, tout au long de sa carrière, il a toujours eu ce truc où il avait envie de plaire à New York. Et à tout le monde même. Alors que New York l'a toujours aimé. Je peux comprendre que tu as envie de plaire à quelqu'un à qui tu ne plais pas. Mais quand la personne t'aime déjà, qu'est-ce que tu veux? Et je le vois monter sur scène, vous nous aimez pas et tout. Après, lui, il raconte qu'ils ont été hués quand... C'est le cas, quand tu vois les vidéos. Mais aussi, peut-être parce que Suge Knight a un peu piqué les New-Yorkais à New York. C'est un peu normal que les New-Yorkais huent. Alors, je pense qu'on pourrait faire un dans la légende entier sur lui, mais il serait pas positif, hein, on va pas se mentir. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe pour Snoop? Gros succès, le procès, premier album succès, il enchaîne. Avec Tupac. Il enchaîne avec Tupac, il a une bonne relation avec lui, hein, quand même. Hein. Apparemment, c'est Tupac qui rejoint Death Row. lui qui demande à Death Row de signer Tupac, quoi. C'est Snoop. C'est lui qui convainc Suge Knight d'aller le chercher en prison. Ouais. Donc c'est lui qui a l'origine. Ouais. Voilà. Et Death Row, à un moment donné, on l'a dit, il y a Dre qui quitte. Qu'est-ce qui va se passer pour Snoop? Ça va être un moins bon album. Voilà, ça va être plus compliqué. Dre, c'est pas la même musique. Dogfather qui est cool, qui a un album oui, cool. Oui. Mais, DJ Pooh qui compose. Ouais, DJ Pooh. DJ Pooh et Daz aussi. Ouais, Daz, un peu de Superfly. On dit ça, mais double platine quand même. Non, mais ça reste un excellent album. C'est une star. Mais ça passe après. Mais voilà, après Doggy Style. T'es obligé d'être un peu déçu. Alors aujourd'hui, avec le recul, tu réécoutes l'album sans penser à Doggy Style. C'est un bon album. J'avais la cassette. Je ne vous dis pas comment je l'ai obtenue, mais j'avais la cassette. Mais juste après Doggy Style, moi j'étais là. C'est différent en plus. Il manque Dre. Ouais. Il manque clairement Dre. Même dans la musicalité. Il sort la même année que Tupac Ola's On Me. Ben oui. Et si tu regardes la pochette de Dogfather, et tu regardes la pochette de Tupac Ola's On Me, c'est la même. C'est le shooting. C'est le même shooting. Le shooting d'Efro Record. Oui, ils font le shooting en même temps. Ouais, sur fond noir. Mais sauf que quand Dogfather sort, il est mort, Tupac. Ouais. Malheureusement, il me semble. Ouais, si, il est mort. Si, il est mort. Donc voilà, tout a changé. Dre est parti, Tupac est mort. Il y a Suge en prison. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Oui, mais non, du coup, parce qu'il se retrouve prisonnier. Voilà, mais autour de Snoop, et ça reste un artiste, Snoop. Il n'y a plus la même et émulation. t'as besoin d'une émulation, de quelque chose. Et c'est sûr que c'est pas la même émulation que quand ils font Chronique ou Doggy Style. Là, il est dans un truc un peu plus dark et tout. Et surtout, il n'est toujours pas payé. Voilà, on en revient au nerf de la guerre, l'argent. C'est-à-dire que Suge Knight est, lui, en prison, mais c'est toujours lui qui palpe l'oseille, quoi. Bien sûr. Bien Donc, sûr. Snoop, il commence pas à l'avoir mauvaise, parce que ça fait quelques années, là. Ça fait quelques années. Ouais. Et surtout, Snoop, il se retrouve tellement fauché, et il racontera une anecdote qui va l'amener vers la suite de sa carrière, que Master P, qui est célèbre rappeur du Sud, contactera Snoop pour venir faire un featuring pour lui ou pour un de ses artistes, je sais plus, et il lui dit combien tu me demandes pour un couplet. Et Snoop va demander quelque chose comme $5,000 ou c'est somme ridicule pour la star qu'il est. Et là, Master P lui a dit un truc genre je vais te donner 50 000 parce que tu les mérites. Parce que Master P, ça marche, lui, il est un indépendant. Déjà, et surtout, Snoop, tu mérites mais oui, et puis, plus que $5,000 ou je sais plus combien. Et c'est là qu'il va commencer à lier une relation avec lui en disant mais je pourrais te sortir de ce bourbier dans lequel t'es et il va le ramener tu signes dans son label. Sur mon label, No Limit. Je vous le dis, il nous reste que 10 minutes. Donc, voilà, je le dis direct. Donc, après, No Limit, c'est peut-être la période la plus oubliable, on va dire. Oui, non. Ah là là. No Limit, Top Dog et The Last Meal, c'est des grands albums de très grands albums. Après, le premier chez No Limit, qui est The Game is to be sold, not to be told, c'est déconcertant parce que c'est Snoop sur des instrus de No Limit. Voilà, en fait, c'est déconcertant. Mais par contre, la bande ils le comprennent et
les 2 albums d'après, ça redevient West Coast et tout ça. Même les chiens, ils veulent pas être là. Non. Après, moi, je suis un fan de No Limit et j'ai appris à aimer cet album. Mais c'est déconcertant. Je me rappelle, je vois Snoop... Dans la chronologie, en tout cas, à l'époque, il y a une progression. Voilà. Le premier album, on va dire que c'est pas son album. C'est un album No Limit de Snoop Dogg. Voilà. No Limit Top Dog, c'est un album Déjà, il y a le retour de Dr. Il y a Drake qui revient. Sur 3 tracks. Voilà, Just Deepin, etc. Ouais. Il Beach revient. Please qui... Beach Please, Ah, évidemment. Bijou, Bah, bien sûr. avec Ned Dogg, Exhibit. Eh, c'est incroyable, arrête. Non, je t'ai plus. Eh oui. Voilà, et du coup, non, il y a des très bons albums dans sa période No Limit, mais ça lui permet d'avoir une maison à son nom, d'avoir une voiture à son nom, d'avoir de l'argent. Ah, mais et en fait, ressort riche. d'être un homme adulte indépendant. Tu vois ce que je veux dire? riche carrément. Eh ouais. Et du coup, Et ça devient- va l'amener... Excuse-moi, vas-y. Ça va l'amener, après donc de Last Meal, à ouvrir son label, Dog House, Doggy Style Records, ça change de nom à chaque fois, et va se produire lui-même. Il change de nom d'ailleurs. Il change de nom quand il À cause de passe sur quelqu'un. réseaux sociaux. À cause de quelqu'un. Protéger le nom Snoop Doggy Dogg. Voilà, qu'il y a des- Et donc, voilà, du Il coup... devient il Snoop s'appelle Dogg chez No Limit. Ouais. Et comme je disais, le premier album, c'est un album No Limit de Snoop Dogg. Ouais. No Limit Top Dog, c'est Snoop qui a amené ses ingrédients et on garde un peu No Limit. Et The Last Meal, un album très important, parce que c'est ça, en fait, qui signe son émancipation. The Last sûr. Meal, c'est le dernier repas. Ouais. Le dernier Ouais. repas quand tu es en prison. C'est quand, après... Et ça, c'est son dernier album chez C'est le No dernier Limit. album chez No Et Limit. c'est là où il y a la reconnexion avec Dre aussi. Non, c'est avant. C'est avant. l'album juste c'est avant. Top Dog. Ouais. Mais Dre aussi sur cet album. Ouais. Sachant que Last Meal... Et c'est le visuellement, dernier on album. retrouve aussi l'univers Ouais. de Doggy Style Exactement. et du début. Mais là, il y a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est qu'entre-temps, Snoop Dogg, c'est devenu une star internationale. Bien sûr. C'est devenu... Alors, il a complètement explosé dans le monde entier. Et sa carrière d'acteur, elle commence là. Ben, c'est grâce à Master P en fait. Parce que Master P, alors lui, il va jouer dans The Players Club, qui est un film de Ice Cube et écrit par Ice Cube. Et Master P, après, en fait, il va commencer à mettre un petit peu ses doigts dedans, il va comprendre comment ça marche, comment ça se finance, etc. Parce que lui, du coup, il est en inté, il gère tout l'argent. Et en fait, il va réaliser Hot Boys. Attention, très important. Et voilà, c'est très important. Il offre un grand rôle à Snoop parce que du coup, c'est le sidekick du héros en fait, parce qu'il y a le héros qui est donc le frère de Master P, qui est joué par le frère de Master P. Pratique. Et voilà. Et en fait, l'espèce de mentor, parce que Hot Boy, c'est rigolo parce que c'est quelqu'un de normal du ghetto qui est super gentil, qui a une copine et tout. Et en fait, cette copine, elle va trouver un flic de la division de Rempart. Donc, qui est vraiment tout ça, c'est encore toute une histoire, la division de Rempart à LA. Et en fait, c'est elle qui va être accusée du meurtre, elle va aller en prison, elle va être battue à mort, etc. Et en fait, lui, il va devenir un gangster. Et évidemment, il va se former avec le gangster qui est représenté par Snoop Dogg. Et bref, c'est un film mitigé. Le film de No Limit, c'est assez spécial. Voilà. Faut être fan. Mais il reste important quand même Ouais, pour ouais. moi dans... Mais voilà, dans- c'est ce qui va lui mettre le pied à l'étrier. pour Ouais, tout et ça. même nous, dans l'imaginaire, je sais pas pour vous, mais moi, à mon époque, c'était un film, on voulait le voir en cassette. Il y avait Snoop moi, Dogg je dedans. l'ai en cassette. moi. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. C'était un truc de ouf. Donc, bon, ouais, je l'ai dit, hein, il reste très peu de temps. Et après, il va en faire plein. Il va faire Urban Menace avec Ice-T, Big Pun Ouais. et d'autres. Enfin, il va, ça c'est un peu moins bien. il va faire The Acidas, le film aussi. Il Mais a ça, fait aussi des classiques. Hein. En film, Après, En film oui. Oui, Bones. Training Day, c'est un classique. Training Day. Training Day. Bones, je dirais pas que c'est un Classique, non, hein. le mot. Ouais, pour moi, c'est un. Je les ai défendus. Oui, je sais que tu le défends. Je le T'as défends fait une comme vidéo un dessus. carré, Par contre, j'aime beaucoup l'histoire. Oui, l'histoire, elle est beaucoup assez cool. Et en plus, elle est raccord avec lui. Avec Mais, sa volonté d'être à la fois gentil et à la fois une icône du mal. Bones, C'est- pour moi, il représente C'est vrai. tout. Snoop, c'est OK, il est gentil, il est pour son ghetto, mais en même temps, il fait des paris c'est illégaux. ambivalent, ouais. Et il est très ambivalent, ambigu et avec plein de contradictions. Et en plus de ça, c'est un boogeyman. C'est vraiment. Ouais, non, c'est, franchement, là-dessus, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a vraiment Et un super bon bande point de- originale. hein. Oui. avec cocaine. Ouais, tout ça. ouais, C'est pas son coup d'essai, hein, même dans The Wash aussi. The Wash, Très évidemment. très bonne BO. ouais, je suis d'accord. Mais bon, il faut quand même, vu qu'il reste très peu de temps. Non, mais regarde, avant que tu en parles, Ouais. moi, je vous propose un truc. C'est on va
on a dit on fait du début jusqu'à Dre 2001. Bah, je vous propose qu'on refasse une autre émission où on reprenne à Dre 2001 parce que ça mérite. Oui, voilà. En plus, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il faut parler de Dre 2001 qui est important avec la tournée Up in Smoke Tour. Mais oui, tout ça. Voilà, c'est ça on peut pas le faire en 5 minutes. C'est important pour Snoop. On peut pas le faire et je pense qu'on le fera et on pourra peut-être même l'inclure en vrai dans une spéciale Dr. Dre. Voilà. Comme ça, si vous êtes chaud, on se refait une Dr. Dre ensemble. C'est parti. Quand tu veux. Eh ben, on se refera une Dr. Dre ensemble. Donc, alors, voilà, on va conclure là pour cette spéciale Snoop Dogg, mais on en reparlera très bientôt dans une spéciale Dr. Dre. Là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire. J'ai pas dit une spéciale NWA. Ça sera encore une autre. Mais ça sera une spéciale Dre. Toute une saison, en fait. C'est quoi, si vous devez choisir chacun, pour conclure, un morceau de Snoop? Le Bougarno. Un morceau Snoop. Gin and Juice. Laid back. Driver. The Shiznit. Sur le premier album, parce qu'il est totalement improvisé du début à la fin, il a rien écrit. Il est rentré en cabine, il a rappelé, et c'est comme ça. Dre a découpé des moments, il a mis des refrains, et c'est tout. Boy, it's getting hot. Yes, indeed it is. Snoop Dogg is on the mic. I'm about as crazy as Biz. Marquis, Spark B, Chronic Bud real quick. And let me get into some fly gangster shit. Je vais m'écarter parce que je veux dire Drop It Like It's Hot, en fait. Excellent morceau. Mais voilà, en fait, c'est Excellent c'est morceau. bête, mais en fait, quand il va subir son deuxième changement, et j'espère qu'on pourra en parler une autre fois, mais il va avoir un changement musical dans les années 2000 où il va intégrer les Neptunes, etc. Et il va y avoir. Il va devenir mainstream. Il va devenir mainstream, en fait. Il va devenir gentil, il va devenir cool. Il est gentil. Mais musicalement, il y a quelque chose sur ce morceau qui le rend intemporel. Enfin, pour moi, Ouais, c'est. je suis d'accord. Il a su s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Il a fait une. Voilà. Et il a été payé. Ouais. Il est son propre Et ça se patron, ressort, ça se ressort. Pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Bon, merci messieurs. En tout cas, on se retrouve donc, même configuration, pour la spéciale Dr. Dre. Ok ? Allez, deal. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette spéciale Snoop Dogg. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.